Bonjour à tous. Alors, nous sommes heureux, ravis de vous accueillir toujours en diffusion numérique pour notre nouveau rendez-vous des Mardis de l'Histoire. Nous sommes mardi 13 avril, il est 18 h et on est très heureux de vous accueillir, Monsieur Roger Vigneault, avocat. Vous êtes avocat, vous avez aussi écrit 2 ouvrages en fait sur le sujet qui nous intéresse ce soir. Je rappelle le titre de la conférence pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc la Commune de Marseille, événement insurrectionnel de 1870-1871. Le musée d'histoire de Marseille a souhaité en fait s'inscrire dans la commémoration de cet événement de la Commune et d'évoquer plus spécifiquement ce qui est arrivé en fait comme événement marquant au sein de la ville de Marseille pendant cet épisode de la Commune, même si vous allez sans doute aborder bien sûr le contexte plus général de la Commune aussi et les événements parisiens. Voilà, en tout cas on est ravis de vous accueillir Monsieur Vigneault. Donc vous êtes en effet, comme je le disais, avocat et vous êtes aussi auteur de 2 ouvrages sur le sujet. Vous avez écrit donc Gaston Crémieux, la Commune de Marseille, un rêve inachevé, et également le Dictionnaire de la Commune de Marseille, qui sont publiés tous 2 aux éditions Edisud, pour ceux qui souhaiteraient se le procurer. Voilà, écoutez, je vais vous céder très rapidement la parole. Pour nous, c'était quand même important, en effet, Musée d'Histoire de Marseille, d'évoquer en fait cette histoire qui est, je pense, assez mal connue par le public. Et nous sommes donc très contents que vous puissiez justement éclaircir ces différents événements. Puisque quand même, il faut savoir que la Commune de Marseille a duré un peu moins longtemps, puisqu'elle a commencé le 23 mars 1871 et s'est terminée par un bain de sang le 4 avril 1871. Mais ça a été quand même un facteur très important pour la suite des événements. Et il y avait même eu des prémices, on va dire, des journées insurrectionnelles importantes en 1848. Donc ça s'inscrit vraiment dans une histoire au long cours. Mais je vous cède la parole et encore merci d'avoir accepté notre invitation et on se retrouve à la fin de votre intervention. Merci Jérôme et toute l'équipe du musée de l'histoire de Marseille de m'avoir invité donc à parler ce soir de la Commune de Marseille qui est le fruit de 5 années de recherche sur le sujet qui était il y a 20 ans peut-être traité par les historiens tant la poussière recouvrant les dossiers des communards était épaisse aux archives départementales. Le 18 et le 20 mars dernier, la presse locale évoquait le 150e anniversaire de la Commune de 1871. Et ce week-end, la Marseillaise, annonçant mon intervention ce soir donc dans le cadre des mardis du musée d'histoire de Marseille, a relaté que le 2 décembre 2011, pour le 140e anniversaire de son exécution, avait eu lieu au Palais de Justice, avec l'autorisation du ministère de la Justice, la reconstitution du procès de Gaston Crémieux avec des magistrats professionnels qui s'étaient prêtés au jeu et en présence, et c'est important, des descendants directs de Gaston Crémieux. Le fait que France 3 nous accueille la veille au soir en direct sur son plateau du 19-20 avec Benoît van der Mazin, qui était à l'époque vice-procureur, pour annoncer l'événement, a eu un effet considérable. Le jour du procès, les gens se bousculaient, je n'exagère pas, pour assister au procès, au point que les forces de l'ordre durent refuser beaucoup de monde à l'entrée et fermer les portes pour des raisons de sécurité. C'est à peine croyable de voir ça, mais jamais de mémoire de Marseillais, diront certains, on avait vu ça. Et lorsqu'il s'est agi de rendre le verdict, s'adressant à la salle, le président Jean-Pierre Deschamps dit en substance « Les magistrats que nous sommes décidons en toute liberté d'acquitter Gaston Crémieux, ce fut un délire. » Toute la salle applaudit et même l'Internationale entonné par une partie du public ébranla comme jamais le palais de justice. Le lendemain, la Provence allait en pleine page relater ces événements du procès et la Marseillaise en fit de même. Et quand j'ai consulté le journal, tout en haut de la première page, je me suis vu en photo les mains menottées dans le dos, encadré de 2 policiers. Je dois avouer que ça m'a fait bizarre de me retrouver ainsi. Mais très franchement, je dois vous dire quel événement. Je pense que personne n'a oublié cette journée du 2 décembre où, le temps d'un procès, on rendait hommage à un homme qui donna sa vie pour défendre celle des autres. La preuve, c'est que 10 ans plus tard, l'événement est de nouveau relaté dans la presse.
Et cette année, c'est le 150e anniversaire qu'on commémore. Un siècle et demi après, la commune passionne toujours autant. Le nombre de publications à cet anniversaire le démontre bien. De mai 1968, où le lycée Thiers à Marseille, où l'on connaît bien, a été rebaptisé le temps des événements, le lycée de la commune, aux Gilets jaunes, en passant par les nuits debout et les manifestations des retraites en 2019, il y a toujours des militants foulant le pavé qui brandissent fièrement, tel un étendard, des drapeaux rouges à l'effigie de la commune. Cette révolution ouvrière restera sans nul doute à jamais dans la mémoire de l'inconscient collectif, comme le mythe d'une révolution qui nourrit les songes des peuples qui n'aspirent qu'à un avenir meilleur. C'est pour ça que ce soir, le temps qui m'est consacré, je tiens particulièrement à m'adresser à vous, qui assis derrière votre écran d'ordinateur, votre télévision ou votre smartphone en main, ignorent peut-être qu'encore à Marseille, durant 13 jours, des hommes et des femmes prirent leur destin en main pour installer une démocratie directe, sociale et universaliste empreinte de liberté et de fraternité. Ce projet de société était trop subversif ou trop avant-gardiste à ce moment-là, ou alors tout simplement trop utopique. La commune, je me suis interrogé lorsque j'ai commencé mes recherches de savoir pourquoi appelait-on une insurrection la commune. Je dois avouer ma méconnaissance en ce moment-là, il y a une vingtaine d'années, mais ce qualificatif, il a été donné la première fois par les sans-culottes de la Révolution française, en référence à ce qui s'était passé au Moyen-Âge où les villes avaient décidé de s'affranchir du joug des seigneurs féodaux. Et à chaque révolution, à chaque fois, il en fut de même. Au Moyen-Âge, par contre, la commune cherchait à se circonscrire dans ses murs, et celle de 1871, en revanche, de s'affranchir pour s'universaliser. Et la commune de Marseille, elle s'inscrit dans la longue histoire du mouvement ouvrier. Elle ne durera certes que 13 jours, comme vous le rappelez, Jérôme, du 23 mars au 4 avril 1871, date à laquelle elle fut réprimée, comme celle de Paris, un mois plus tard, dans le sang. Les causes de son échec sont multiples. Elles sont dues à son isolement tout d'abord, parce que le reste du département, visiblement, et les archives ne laissent rien apparaître, cette insurrection n'a pas suscité d'engouement comme ce fut le cas sur Marseille. Et ensuite, ce sont les différentes juxtapositions des différents pouvoirs locaux qui a paralysé l'action de cette insurrection. On avait pour le conseil municipal, la préfecture, l'administrateur supérieur des Bouches-du-Rhône, la Ligue du Midi, la garde civique et la commission départementale qui toutes avaient les mêmes pouvoirs. Et en fait, finalement, personne ne savait qui était réellement l'autorité qui gouvernait. Les communards, ils prônaient tout simplement la décentralisation des pouvoirs dans une république régionaliste et fédéraliste. Il faut rappeler que lorsque, et j'y reviendrai, la République a été proclamée le 4 septembre, on ne l'a pas appelée de suite la Troisième République. On l'a appelée, donc c'était un gouvernement de défense nationale. Et je me dis que si, à ce moment-là, on n'a pas voulu aller plus loin dans le qualificatif de la République, c'était que, pour l'instant, on ignorait si on allait faire une République centralisée ou une République fédéraliste. Et les communards, eh bien, ils étaient fédéralistes et régionalistes. Ces hommes n'aspiraient de toute façon qu'à être maîtres de leur destin. Ils ne voulaient pas détruire l'État. Leur projet simplement de société, c'était de développer une démocratie locale et participative. Et cette idée, elle n'est pas passéiste, bien au contraire. Sa modernité, dira l'historien Claude Villard, tient à ce qu'elle a pu supposer dans les termes de son époque des problèmes toujours d'actualité. Et Victor Hugo, lui, il disait de cette aventure révolutionnaire que même réprimé dans le sang, le cadavre est à terre, mais l'idée est debout. Il fallut attendre 1982 avec les lois de décentralisation pour que les régions puissent commencer à retrouver un peu de leur pouvoir. De toute façon, on ne peut pas comprendre. Les événements, ils ont duré que 13 jours. Mais comme le soulignait Jérôme Mortier dans cette présentation, le mouvement n'a pas débuté la veille du 23 mars, effectivement, et c'est une longue période durant laquelle les mouvements républicains ont commencé à se structurer.
Effectivement, je ne remonterai pas, parce que ce n'est pas l'objet de mon propos, en 1848. Cependant, on ne peut pas comprendre les événements de la Commune, ça remontait au moins à la fin du Second Empire. Parce que c'est à ce moment-là que les choses vont se développer. À Marseille, le coup d'État qu'avait proclamé Napoléon III le 2 décembre 1851 avait porté un sérieux coup à l'opposition républicaine et à Marseille en particulier. Les grands travaux qui ont été entrepris par Napoléon III, notamment en ce qui concerne la création du palais Longchamp, du palais de la Bourse, datent de ces événements, de cette période-là, et en particulier ce qui va cristalliser toutes les passions républicaines, c'est l'élargissement de la rue impériale. La rue impériale, c'est l'actuelle rue de la République. Mais à cette époque, la rue impériale était une petite rue, et Napoléon III a décidé de l'élargir, et à tel point que ces travaux qui seront entrepris, qui vont durer jusqu'en 1864, durant au moins 3 ans, eh bien, on va élargir cette rue, détruire plus de 38 rues parallèles, 935 maisons seront détruites, et ce qui aura pour conséquence de jeter à la rue l'ensemble de toute la population. Il n'y avait pas à l'époque de préservation des intérêts des locataires, comme ça a été le cas quand on a embelli la rue de la République, quand on a détruit des appartements qu'on considérait insalubres. Avant de le faire, on a relogé les locataires. À l'époque, c'était pas le cas, et les gens vont se retrouver à la rue. Et à cette période, c'est la période où Gaston Crémieux arrive de Nîmes. Il est nîmois de naissance, avocat, et il s'inscrit au barreau de Marseille. Et en même temps, c'est un poète et également quelqu'un qui va s'intéresser immédiatement à la classe ouvrière, parce qu'il considère que cette classe ouvrière, les difficultés qu'elle rencontre sont extraordinaires. Et il va s'adresser dans un article qui sera adressé au préfet. L'article, c'est le suivant. L'ouverture des grands travaux de la rue impériale, donc c'est une lettre qu'il fait au préfet, au nom et pour le compte des ouvriers. En ruiné petits patrons et ouvriers, introduisant ainsi à Marseille une peste encore inconnue jusqu'à présent, le marchandage, qui est la forme la plus abjecte et la plus honteuse de l'avidissement des salaires. Le marchandage est la plaie de la classe ouvrière et l'ouvrier est impuissant contre le patron marchandeur. Malgré tous leurs efforts, les ouvriers les plus honnêtes sont obligés de contracter 1000 dettes criardes qu'un travail honorable ne suffit à éteindre. Ni l'ouvrier, ni l'ouvrier célibataire ou marié ne peut vivre de produits de son travail. Et il va publier un article, dans un poème, donc je vais vous livrer quelques extraits pour montrer comment Gaston Crémieux, prend fait et cause pour le peuple. L'âme du peuple, dit-il, est enchaînée, mais il est le seul souverain, il peut tout. On lui a toujours enseigné qu'il devait être dans la misère et mourir dans la fosse commune. Il est le bouc émissaire éternel de l'histoire. Il faut qu'il se réveille, qu'il se révolte, qu'il se transforme en lion et retrouve sa liberté. Ça, ce sont les premières paroles que Gaston Crémieux eut envers la classe ouvrière. Et là, les élections avaient de 1863, les élections législatives de 1863, avaient permis aux républicains de faire leur entrée dans l'Assemblée nationale. Et Napoléon III se rendit compte qu'il fallait impérativement qu'il commence à faire des réformes. La première des réformes, la plus importante, qui aura des conséquences sur toute la suite des événements, c'est qu'en 1864, il va supprimer le délit de coalition. Pas oublier que depuis 1791 de la loi Le Chapelier, tout regroupement était interdit, que ce soit les regroupements des ouvriers ou les regroupements des associations professionnelles, étaient interdits. Et à partir du moment où on va supprimer ce délit, immédiatement, il va y avoir la constitution de différentes associations, et notamment la plus importante, ça va être l'association internationale. L'Association internationale des travailleurs, qu'on a l'habitude de qualifier uniquement de l'internationale,
qui, en 1864, va voir le jour à Londres. Au sein de cette internationale, on va avoir les Karl Marx et Proudhon. Tout le temps, ces deux personnages vont se disputer la direction de l'internationale, mais il est clair que l'internationale va œuvrer et va permettre au mouvement de pouvoir continuer de se structurer, commencer à se structurer. Avec, à Paris, on avait Eugène Varlin, sur Lyon, on avait Richard, et à Marseille, Bastelica. Bastelica qui était corse, qui vivait à Marseille, et il va prendre la direction de l'international à Marseille. Cette association, où l'on va trouver, comme je le disais, des dissensions comme toute organisation politique, mais on aura la doctrine marxiste qui, elle, donc, prône un État centralisé sur le matérialisme historique, donc la dictature du prolétariat. En revanche, Proudhon, il est plus sur le fédéralisme. Et lorsque Bakounine ensuite va prendre la direction, à la place donc, de Proudhon, la direction de l'international, puisque Marx et les idées de Marx auront des difficultés pour l'instant, puisqu'on n'en est qu'au début des idées marxistes, ça sera les idées libertaires, puisque à ce moment-là, l'international est plutôt libertaire que marxiste. Et les idées libertaires, c'est donc de pouvoir avoir un État qui laisse la place à la démocratie locale, démocratie participative, et donnant véritablement un essor à cette volonté de pouvoir permettre aux salariés d'être libérés du joug donc de leur employeur. Voilà, je dirais, comment se déroulent ces premières années de l'Empire, du moins des 10 années après que Napoléon III ait fait son coup d'État. Les réformes continuent d'être faites parce que, Napoléon III n'arrive toujours pas à ses fins. Il va nommer début janvier 1870 un premier ministre qui s'appelle Émile Ollivier, qui est marseillais, qui est, je dirais, plus libéral que lui ne l'était, mais ce libéralisme, c'est un libéralisme comme le voyait l'empereur. Et il va tenter de vouloir avoir l'appui du peuple en organisant un référendum. Et c'est le fameux plébiscite de Napoléon III qui eut lieu au mois de mai 1870. Là, en l'occurrence, on va trouver donc à Marseille des républicains qui vont s'opposer à ce référendum, parce que le référendum avait pour but d'approuver le changement de la Constitution que Napoléon III envisageait de faire. Et à ce moment-là, les républicains socialistes de Marseille vont publier sur les murs de la ville de Marseille donc une affiche où on va appeler les travailleurs à dire non au plébiscite de Napoléon III. Quand on lit le texte, donc personne ne veut, disait l'affiche, donc que vous avez à l'écran, ne veut de révolution qui tue le travail et nous mette sans ouvrage. C'est au contraire parce que nous voulons sérieusement du travail et des réformes politiques que nous crions à l'Empire non, non et non. Et en fait, en France, nous allons avoir uniquement que 2 villes, Marseille et Paris, qui vont voter non au référendum de Napoléon III. Cette résistance à l'Empire va engendrer ensuite des velléités qui seront de plus en plus importantes, qui vont permettre à Gaston Crémieux également d'avoir un essor politique et qui va prendre une tournure qui est véritablement révolutionnaire. Il était avocat, donc on l'a dit, il écrivait des poèmes et il était également, on ne peut pas dire journaliste, mais il intervenait régulièrement dans L'Égalité, qui est un journal républicain,
et le peuple. Mais surtout, dans l'égalité, il va publier un article sur la nuit du 4 août qui est véritablement le point de départ de la révolution qui se fait en Gaston Crémieux et qui permettra à cet homme de pouvoir ensuite prendre les destinées de la commune. Et il dit tout simplement, rapidement, de toutes les nuits mémorables de la Révolution, la nuit du 4 août a été la plus mémorable. Ainsi furent abolis donc tous les privilèges, mais aujourd'hui, vous, s'adressant donc dans l'article aux grands industriels, vous les privilégiés de la fortune, les élus du monopole, spéculateurs enrichis, grands industriels, leur pose la question, n'avez-vous rien à restituer à la nation ? Vous avez ramassé dans la boue tous les débris de ces privilèges fracassés. Vous les avez rajeunis, vous vous les êtes appropriés de vive force et sous d'autres noms, vous les exploitez encore. L'industrialisation moderne n'a rien à envier à la féodalité. Les vénalités des offices refleurissent de plus belle avec le cumul des fonctions et l'accumulation pyramidale des traitements. Pauvre plèbe, dit-il, vendu à vos caprices pour un morceau de pain, et patron, vous voilà maintenant devenu plus insolent et plus vicieux que les seigneurs du Moyen-Âge. Ainsi vos pères se sont sacrifiés en vain, eux qui la nuit du 4 août, députés du tiers-état, de la noblesse et du clergé se levèrent, et en frères, frissonnèrent d'enthousiasme, conjurèrent les générations futures de s'unir dans l'amour de la justice et de la liberté. À quand une nouvelle nuit du 4 août? Et ça, c'est reçu dans la population comme étant le premier point de départ de ce que je disais, étant donc la première marche des événements insurrectionnels. Les associations, les clubs politiques, puisque les clubs, on avait à Marseille l'Athénée ouvrier. L'Athénée ouvrier, c'était une association d'ouvriers qui aimaient la poésie et qui se réunissaient. Ce club était fermé depuis 1851. Il rouvre les cafés de la place Saint-Féréol, qui est l'actuelle place Félix-Barré. Le Cardinal, qui était un café qui était ouvert jusqu'en 1999 à la rue Francis Davsault. Tous ces cafés réunissaient tous les gens républicains et ils refaisaient, aujourd'hui on dirait, ils refaisaient le monde. À l'époque, le monde, ils ne le connaissaient pas, ils faisaient simplement, ils le refaisaient, ils envisageaient une nouvelle révolution. Et on avait là tous les révolutionnaires marseillais, parce qu'on avait des blanquistes qui avaient lutté avec Auguste Blanqui en 1830, en 1848. Et ces événements et ces réunions ne gênaient pas les autorités en place, parce que ce soit le préfet, que ce soit l'administrateur supérieur des Bouches-du-Rhône, qu'on retrouvera ensuite, toutes les autorités locales participaient à ces réunions, avaient les mêmes objectifs et les mêmes ressentis vis-à-vis de l'Empire. Et c'est ainsi que lorsqu'il y a eu un assassinat, parce que parfois, quand les gens sont à fleur de peau, il ne faut pas grand-chose pour qu'ils puissent se révolter. Et alors que tout allait bien pour l'Empire, le 9 janvier 1870, on assassine un journaliste, Victor Noir, qui est enterré, il y a un gisant au Père-Lachaise, et l'assassinat de ce journaliste par le cousin de Napoléon III va faire l'effet d'une bombe, à savoir que de partout, que ce soit à Paris, à Marseille, eh bien, il va y avoir de très nombreuses manifestations, mais des manifestations comme on n'en avait jamais eu. Et cet assassinat, eh bien, est la goutte d'eau qui a fait déborder les velléités révolutionnaires de tous les républicains. Jusqu'à ce que l'on ait la déclaration de guerre quelques mois plus tard, parce que Napoléon III était isolé à cause du parti pris qu'il avait choisi en 1859 lors de la guerre de Crimée, il avait décidé, Napoléon III, de suivre l'Italie, de soutenir l'Italie, et ce qui avait déplu donc au tsar Alexandre II. Et il était isolé sur le plan de l'Europe.
Et il recherchait Napoléon III, donc un nouveau soutien auprès de tous ces pays européens. Le 19 juillet 1870 a lieu donc la guerre contre les Prussiens. Et ça peut paraître paradoxal aujourd'hui, mais il faut tenter, quand on essaye de porter un regard sur l'histoire, de ne pas faire d'anachronisme. Mais à cette époque-là, les républicains sont très belliqueux. Pour un oui, pour un non, ils étaient prêts à prendre les armes pour pouvoir descendre dans la rue et envisager d'aller porter secours aux militaires qui étaient sur le front et qui, visiblement, subissaient défaite après défaite à cause des généraux ou des maréchaux qui étaient plus préoccupés de se faire un peu d'argent, qui étaient corrompus, que de défendre les intérêts de la patrie. Et lorsque les défaites vont s'enchaîner, les républicains vont commencer à descendre dans la rue, et à Marseille, il va y avoir une grosse manifestation qui va avoir lieu le 7 août 1870. Et cette manifestation n'a pas eu pour but de vouloir instaurer une première commune, puisque quand on regarde un petit peu les écrits qui ont pu être publiés de ci, de là, on se dit que c'est la première commune révolutionnaire qui eut lieu à Marseille. Alors, c'est vrai qu'on est allé à la préfecture dans un premier temps, et que lorsque les membres de la préfecture ont vu arriver une horde de personnes, point fait, ils ont pris peur. Tout le monde à leur place, sans doute, aurait pris peur, mais le but de ces manifestants n'était pas de changer, de mettre dehors les pouvoirs, c'était de prendre des armes parce qu'on leur refusait de leur donner des armes afin de soutenir les militaires, donc l'armée française qui luttait contre la Prusse. On va arrêter un journaliste. Alors les événements, parfois on dit, mais c'est juste une arrestation. Mais cette arrestation de Gustave Naquet, qui est un journaliste qui écrivait régulièrement dans Le Peuple, va mettre le feu aux poudres. Le lendemain, le comité révolutionnaire qui siégeait à la rue Vacon, où on avait toutes les tendances à l'intérieur de celui-ci, les républicains socialistes, les radicaux, c'était vraiment des radicaux avec une position radicale, l'Internationale, et tous ces gens vont descendre dans la rue et vont aller à la mairie. L'histoire dit à ce moment-là, et Crémieux et toutes les insurgés vont minimiser leur rôle quand ils passeront devant le tribunal, mais leur volonté officielle n'est pas de renverser l'autorité en place. Ils seront arrêtés. Crémieux va prendre 6 mois de prison. Et là, on est à la fin du mois d'août 1870. Quelques jours plus tard, 4 septembre, Napoléon III est arrêté et fait prisonnier. À l'Assemblée nationale, on proclame la République. Et à Marseille, on en fait de même. Et comme Léon Gambetta, nommé ministre de l'Intérieur, avait été élu en 1869 député de Marseille, parce qu'à l'époque, on pouvait se présenter dans plusieurs circonscriptions, et il se trouve qu'il avait choisi d'être le député de Marseille. Et il va faire libérer tous les insurgés. Donc en fait, finalement, Gaston Crémieux n'aura fait que quelques jours, puisque le procès aura été, donc il avait été arrêté le 8 août, le procès a eu lieu le 28 août, et le 4 septembre, il est libéré, et la population va porter en triomphe tous ces gens qui avaient œuvré dans leur intérêt. Et le 4 septembre, donc, un comité de salut public, comme on l'a partout en France, est créé, des gardes civiques sont créés, et ces gardes civiques, eh bien, ça va être un peu, pour avoir une idée, ça va agir comme une milice au service
de la commission départementale, puisqu'il va y avoir une commission départementale qui est créée à ce moment-là. Administrateur supérieur des Bouches-du-Rhône, Alphonse Esquiros, nommé par le ministre de l'Intérieur. En principe, il représente le gouvernement. Mais Alphonse Esquiros avait toujours, et toutes les autorités locales ont toujours à l'esprit cette volonté d'afficher clairement et ouvertement leurs différences par rapport au pouvoir central. Et ils vont décider de pouvoir créer une Ligue du Midi. Alors, la Ligue du Midi, pas non plus l'affaire d'anachronisme, puisqu'il s'est créé, il y a quelques années de cela, mais ça remonte à une dizaine d'années, dans le nord du département, sur Orange, une Ligue du Midi. Mais la Ligue du Midi qui a été créée à ce moment-là a été créée par une personne qui était au Front National et qui n'a rien à voir, bien entendu, avec la Ligue du Midi que vont créer ces républicains à cette époque les premiers jours de la proclamation de la République. Et la Ligue du Midi, eh bien, va réunir 13 départements du sud de la France, que ce soit donc les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, ça va monter jusqu'à la Drôme, et sur l'ouest, on va avoir donc les départements du Gard, de l'Hérault, et l'ensemble de tous ces départements veulent avoir une république régionaliste. Et au départ, c'était uniquement prévu pour permettre la défense toujours de l'autorité que le représentant du gouvernement ne tenait pas, c'est-à-dire l'armée. On veut toujours de l'armée. Et en fait, c'est le but créé au départ. Mais vite, rapidement, on va basculer sur le terrain politique. Et on va publier une affiche, manifeste de la Ligue du Midi, qui est véritablement un programme et avant-gardiste. Et l'essentiel de celui-ci il est avant-gardiste par rapport même à la Commune de Paris, puisqu'on va créer un impôt sur la richesse, on va confisquer les biens du clergé, on va prôner la séparation absolue des églises et de l'État, refuser les subventions aux cultes, révoquer tous les maires qui avaient été nommés sous l'Empire, proclamation de la liberté absolue de la presse, nomination des juges par voie électorale. Ça aussi s'appelle à des notions, je dirais, de démocratie sous la République athénienne, et la suppression de toutes les subventions aux écoles cléricales et affectation de leurs locaux aux écoles laïques, puisqu'à cette époque, bien entendu, il n'y a pas la laïcité, il y a toujours, l'école est dispensée par le clergé. Et cette publication va être suivie par une autre, et cette autre-là va totalement stupéfier la population et les autorités, puisqu'on va prendre un arrêté, et cet arrêté va prescrire l'expulsion des jésuites. En gros, vous l'avez sur l'écran, c'est un arrêté préfectoral, et le but de cet arrêté préfectoral, eh bien, est ni plus ni moins d'envisager l'expulsion des jésuites du département, considérant, dit l'arrêté, que cette congrégation avait déjà été supprimée par des lois, mais que dans les faits, elle existait toujours et qu'elle existait sous le nom de la Société de Jésus ou de la Mission de France, qui vivait sous le règne d'Ignace Loyola. Donc il y avait véritablement un anticléricalisme de la part de la préfecture qui va dire que, article 1, la congrégation des jésuites de Marseille n'ayant aucune existence légale et demeure dissoute, les pères jésuites sont mis en état d'arrestation et dans les 3 jours seront conduits hors de la frontière de France. Et cet arrêté va stupéfier l'intégralité du gouvernement, et on va exiger, donc Gambetta va exiger que Esquiros démissionne
et ça ne va pas être le cas, au contraire, Guesquiros et Crémieux eh bien, vont décider autrement, et ils vont publier un article. Ce gouvernement est incapable. La ville de Tours, puisque n'oublions pas que Paris est assiégé par les Prussiens, et que le gouvernement part un certain temps sur Tours. Et donc ils disent, la ville de Tours est une véritable jésuitière où les républicains ne peuvent qu'y respirer un air malsain. La solution, la Ligue du Midi et la commune révolutionnaire. Et ça, eh bien, c'est l'autorité supérieure au préfet, Esquiros et Crémieux, qui publient un tel article. Je me dirais que ce n'était pas pour pacifier les relations. Et en somme, nous allons avoir à la fin, déjà septembre 1870, sur Lyon, Bakounine, avec l'Internationale, envisage un coup d'État, puisqu'aujourd'hui on qualifierait leur action de cette nature. Ça échoue. Bakounine se réfugie à Marseille. Il est aidé à fuir par certains gardes civiques. Il fuit sur Gênes. Mais la volonté de créer une commune à Marseille est dans tous les esprits. Et on va avoir à ce moment-là un homme qui va être appelé, c'est le général Cluseret, que vous voyez à l'écran, qui vient des États-Unis et qui a participé à la guerre de sécession, un révolutionnaire, on pourrait dire aujourd'hui presque un mercenaire, qui est de tous les combats républicains, là où il fallait défendre la cause du peuple et de la République. Il est appelé à Marseille, et le public marseillais, le 1er novembre, vont découvrir sur les murs de la ville une affiche qu'on présentera souvent comme une affiche quand on parle de la commune de 1871, parce que c'est l'histoire qui a retenu cela. On parle de cette commune de 1871 et on publie cette affiche. Or, cette affiche, à travers, je dirais, elle n'est pas datée, certes, mais quand on peut lire le président, qui est-il, etc., eh bien, c'est uniquement la fiche qui a été publiée le 1er novembre 1870. Et quand les Marseillais se réveillent le matin et trouvent sur les murs de la ville, ils notaient « Une commune révolutionnaire acclamée par le peuple marseillais vient de s'installer à l'hôtel de ville ». C'est clair et net, mais toujours dans le cadre de la République française, une et indivisible. C'est dans leur esprit, on ne change pas. On veut une république fédéraliste avec le pouvoir aux régions. Voilà, je dirais, la première commune qui va durer 3 jours. Elle se termine sans effusion de sang. Ils arrivent à s'entendre et presque, je dirais, la garde républicaine et les communards se serrent la main et tout le monde rentre chez soi. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'on aurait pu s'attendre, et c'est ce qu'on va reprocher à Adolphe Gent, qui est nommé par le ministre de l'Intérieur. Adolphe Gent, c'est un ancien 48ard. Il avait été déporté aux îles Marquises, puisque les républicains donc, de 1848 n'avaient pas été déportés en Nouvelle-Calédonie, ils avaient été déportés aux Marquises. Donc on connaît sa passion républicaine, et pour pacifier encore plus les relations à Marseille, Gambetta le nomme comme préfet des Bouches-du-Rhône. Il arrive à Marseille, on vient le chercher à la gare Saint-Charles, il arrive à la préfecture, ni une ni deux, on lui tire dessus, on veut l'abattre. Il est blessé, il s'en sort, heureusement, et malgré cela, ces révolutionnaires du 1er novembre ne sont pas poursuivis. Soit c'est par laxisme, diront certains, soit c'est pour pacifier les relations et pour ne pas jeter de l'huile sur le feu en arrêtant ces personnages. Toujours est-il que cela inscrit dans la durée les velléités révolutionnaires de ces individus d'agir en toute impunité
pour mener à terme leur projet de changer la société. On arrive à la fin de la guerre de 1870 avec les Prussiens, où tout se passe à Bordeaux. Le gouvernement ayant fui, donc comme je le disais, Paris, après Tours, eh bien, on le retrouvera sur Bordeaux. Et sur Bordeaux, il y a les discussions du traité de paix. Comment va-t-on procéder pour en sortir? Les républicains, ils ne voulaient absolument pas entendre parler de la moindre de paix avec les Prussiens. Gambetta, à tel point que quand la capitulation va être proclamée, il démissionne du gouvernement. Il ne supporte pas que l'on puisse, pour lui, baisser les armes comme cela. Et c'est toute la République, enfin tous les républicains qui sont dans cet état d'esprit. Thiers est nommé, donc il y a des élections législatives, Thiers est nommé président avant d'être nommé président de la République plus tard, mais il est nommé président donc, du comité exécutif. Et on discute des négociations du traité de paix. Donc, comme vous le savez, l'Alsace et la Lorraine seront cédées. Et il y a quelques milliards qui sont de dettes qui sont votés pour être remboursés à l'État prussien pour les dommages de guerre. Ces discussions vont attiser de nouveau les velléités des républicains. Et on sent monter, à Paris surtout, cette volonté, puisqu'après tout part de Paris, où les républicains qui s'étaient battus, les Parisiens qui voulaient en défendre Paris avec leurs deniers, avaient acheté, avaient contribué à financer pour la garde républicaine la défense de Paris et avaient hissé donc, les canons sur les buttes Montmartre. On va vouloir, puisqu'on s'entend que la contestation montait de plus en plus, reprendre ces canons. Eh bien, Thiers a voulu donc s'interposer. On va faire paraître des affiches qui vont eh bien, surprendre les Marseillais également, puisqu'on va avoir un article qui va sortir. Cet article qui sort est un véritable appel à résister de la part de Thiers. C'est une dépêche télégraphique. Voilà, une dépêche télégraphique qui va être publiée par Adolphe Thiers et qui va informer la population qu'elle ne devait pas résister, que le pouvoir est à Versailles et que l'armée doit obéir, la garde républicaine doit impérativement obéir à Versailles, au gouvernement légitime, et pas aux velléités républicaines qui étaient en train de s'organiser sur Paris. Cette affiche eh bien, est datée du 20 mars. Avec le décalage à Marseille, eh bien, on n'en prend connaissance que le lendemain. Ça va donner lieu à une réunion publique. Cette réunion publique, on va avoir Crémieux qui va faire un discours qui est resté célèbre, puisque c'est à travers son procès qui sera organisé quelque temps plus tard, où on va lui ressortir tout ce qu'il a dit dans cette réunion. Et dans cette réunion, eh bien, dans l'engouement de ses propos, va appeler le peuple marseillais à choisir. Est-ce qu'on choisit Versailles ou choisit-on de soutenir Paris? Et bien entendu, l'auditoire galvanisé par les propos de Gaston Crémieux vont soutenir celui-ci en disant « nous sommes tous pour Paris ». Et là, en l'occurrence, eh bien, la commune va être installée, je dis la commune, mais au départ, c'est une commission départementale qui est installée. Et cette commission départementale est dans l'attente de ce que Paris allait faire. Les élections municipales à Paris ont lieu le 26 mars pour qu'il y ait une légitimité du conseil municipal en faveur de la commune. Paris donc vote et le 28 mars, il y a donc une commune officielle qui a l'assentiment du peuple parisien
qui est installé sur Paris. À Marseille, on se cherche un peu. On attend. La commission départementale réunit 12 personnes. Il y a 4 groupes, et à chaque fois, il y a 3 représentants entre les 3 membres du conseil municipal avant qu'il y ait cette installation, 3 membres qui représentent l'international et 3 membres les républicains radicaux. Mais pour Paris, ce n'est pas suffisant. On envoie le 27 mars à Marseille 3 personnages, ce sont des délégués, des commissionnaires, donc Landec, May et Amouroux, et surtout celui qui a tous les pouvoirs, c'est Landec. En quelque sorte, ils vont faire prendre à Marseille un tournant qui est beaucoup plus révolutionnaire, et on va décider qu'il fallait impérativement organiser des élections. Et on va donc prévoir des élections, et ces élections, elles seront décidées, avec une affiche, puisque la seule affiche que l'on a, voilà, cet arrêté. Cet arrêté qui est publié, il est daté du 2 avril 1871, et il est toujours signé les membres de la commission départementale provisoire des Bouches-du-Rhône. Provisoire puisqu'on attendait ces élections pour proclamer officiellement la commune révolutionnaire à Marseille. Puisque le but de ces élections, c'était bien celle-ci. Et les élections sont prévues pour le 5 avril. Et là, l'armée officielle, les Versaillais, sont réfugiés sur la ville d'Aubagne, et ils se disent qu'il faut intervenir rapidement, puisqu'on ne peut pas laisser les élections s'organiser, puisqu'ils auront, comme à Paris, l'assentiment de la population. Et le 4 au matin, eh bien, l'armée va bombarder. Alors on a les affiches, donc je vais un peu passer, puisque ces affiches, voilà, cette affiche qui est très largement connue du public, où ce sont les militaires qui, sur l'esplanade de Notre-Dame de la Garde, eh bien, vont diriger leurs canons sur la préfecture. Il y a des bateaux sur le Vieux-Port qui également vont faire la même chose, et on va bombarder toute la journée la préfecture et le centre-ville de Marseille. On va dénombrer, c'est toujours difficile de dénombrer les morts, mais c'est beaucoup moins, très largement et sans aucune commune mesure avec Paris, mais on va dénombrer 150 morts. La commune a vécu. On va défiler à Marseille, dans les rues, avec à la tête le général Espivent de la ville Beauharnais. À bas, la commune, vive le pape, vive l'armée versaillaise, et ensuite tous les communards sont pourchassés. Ils sont pourchassés durant 5 années, puisque jusqu'en 1876. Le procès le plus important, puisque les communards sont arrêtés, il y en a à peu près 600 qui sont arrêtés, on les enferme au château d'If, on les enferme au Fort Saint-Nicolas, et vous avez le procès des principaux protagonistes de l'insurrection qui va débuter du 12 juin, qui va commencer le 12 juin et qui va durer jusqu'au 28 juin. Il va y avoir 3 condamnés à mort. Et c'est parmi ces 3 condamnés à mort figure bien entendu Gaston Crémieux. Et un autre, Étienne, qui était aussi un chef de file de l'insurrection, et un autre personnage qui avait été poursuivi surtout parce qu'il était poursuivi pour homicide, assassinat, etc. Et lorsque l'on va découvrir que Gaston Crémieux va être exécuté, à travers les minutes du procès, on ne va pas trouver de raison particulière qui va conduire le tribunal à prononcer cette peine de condamnation à mort, puisque dans chaque délibéré, les juges se posent la question, toute une série de questions par rapport aux faits qu'on reproche. Et en l'occurrence, eh bien, ces faits qui étaient la volonté de changer l'État, etc., eh bien, on apporte des réponses. Et en fonction des réponses, on décide de la culpabilité et à quelle hauteur. Eh bien, Gaston Crémieux
avait moins de réponses coupables que ne l'eut Étienne et l'autre personnage, dont j'ai oublié le nom, mais qui était insignifiant, puisque c'était plus quelqu'un qui était, comme je le disais, poursuivi pour les meurtres qu'il avait commis. Ce n'était donc pas là que l'on va trouver des réponses aux questions que l'on se pose toujours sur cette exécution. Parce que ce qu'il faut avoir à l'esprit, cette exécution va avoir lieu le 30 novembre. Donc on fait un petit peu le 30 novembre 1871. On va chercher à savoir, parce que c'est une commission des grâces qui se prononce. Ce n'est pas le président de la République, c'est une commission des grâces. La majorité des gens qui composent cette commission des grâces sont des monarchistes. D'accord ? Crémieux était, n'oublions pas, était juif. On est à l'époque donc des écrits de Drummond, qui est connu pour son antisémitisme. Ça précède de quelques années donc l'affaire Dreyfus. Les militaires, et en particulier le général Espivent de la ville de Beauharnais, sont farouchement contre les républicains d'une part et sur Gaston Crémieux qui est donc franc-maçon, juif. Et donc on n'a pas de réponse. On a essayé de voir, de chercher, est-ce qu'il y avait une réponse précise qui aurait conduit à ce que l'on fasse de Gaston Crémieux ce martyr, puisque c'est ce que l'on va dire de lui dans l'avenir, qui est un martyr de la cause de la commune. Enfin, en fait, le fait qu'il n'y ait pas eu de réponse exacte a contribué à cette notoriété. Le fait qu'il soit jeune, 33 ans, a également contribué à cette notoriété. Finalement, l'enseignement que l'on tire de cette période, c'est que les communards, comme je le disais à l'introduction de mon propos, ont voulu tout simplement installer une démocratie directe. La France n'était pas prête à ce moment-là de pouvoir parler d'une démocratie directe, fédéraliste. Nos pays européens ont tous des régimes fédéralistes, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne. L'autonomie est importante dans les régions, pas en France. Les condamnations, je vous le disais, on a arrêté presque 600 personnes. À travers les fiches de police qui ont été décortiquées aux archives, on a pu voir qu'il y avait eu, parce que les procès ont duré de 1871 à 1874 et on a pourchassé jusqu'en 1876. Il y a eu 14 condamnations à mort qui ont été prononcées, mais que 3 donc, qui ont été mises à exécution. Crémieux, puis après il y aura dans les années suivantes Estrania et Paquis, donc un autre. Et ensuite il y a donc des déportations en enceinte fortifiée comme en Nouvelle-Calédonie. Et on retrouvera donc l'âge moyen, puisque l'âge moyen des communards est de 36 ans. On va avoir même des adolescents qui participeront, qui auront été arrêtés. On va avoir également des gens qui viennent de pays étrangers. Il y a 10 Italiens, des Belges, 2 Allemands, qui ont prêté main forte. On va venir d'autres départements pour pouvoir apporter donc, ces aides à la commune de Marseille. Et les métiers, au niveau des métiers, on aura 61% qui seront des ouvriers, 26% d'employés, 13% de commerçants, et on aura des professions libérales. On aura 3 avocats, un dentiste, un musicien, 2 pharmaciens, des journalistes. On voit que ça touche l'ensemble de la population. Et quand on voit que, toujours aujourd'hui, on retrouve on veut se rattacher au mouvement de la commune. Jusqu'aux années 1920-1930, à Marseille, il y avait le Parti communiste, le Parti socialiste, le médecin Flessière dans les années 20 vont attribuer, en l'année 1922, une rue Gaston Crémieux. Vous avez en 1944, pour montrer véritablement la cristallisation du nom que représentait Gaston Crémieux, c'est que pendant Vichy, Marseille était, du fait de la gestion calamiteuse avec l'incendie des Nouvelles Galeries en 1938, Marseille était sous tutelle de Paris et il n'y avait plus de conseil municipal.
c'était une autorité administrative nommée par la préfecture, comme Paris l'a été jusqu'en 1977, du fait de la commune. Et là, on va décider de débaptiser la rue de Gaston-Crémieux pour la nommer d'un nom d'un bataillon qui avait combattu contre Abdelkader, donc la guerre d'Algérie. Et ce qui était étonnant, parce que ça figure dans les registres du conseil municipal, que le nom de Gaston-Crémieux était un nom qu'il ne fallait plus maintenir, et la phrase exacte, c'est « il y a des temps et des mœurs qu'on ne peut pas maintenir un nom comme Gaston-Crémieux », qui était donc juif. Et cette, je dirais, cette notion du fait que Gaston-Crémieux ait été fusillé est restée dans cette mémoire collective. On a un boulevard, et maintenant, grâce à tous ces travaux qui ont permis à ce que d'autres se développent ensuite, puisque ça date d'à peu près 20 ans, on a une plaque au-dessus du boulevard Gaston-Crémieux qui est au-dessus de Perrier, entre le Vallon Montebello et le boulevard Perrier, ce boulevard Gaston-Crémieux, une plaque où il y a marqué héros de la commune. Il y a maintenant donc une plaque de commémoration au Palais du Pharaon. Voilà, je dirais, cette période mouvementée qui a alimenté tous ces débats et qui continue encore à servir de référence à toutes les manifestations, et notamment les dernières que je citais en introduction de mon propos. Voilà ce que j'avais à vous préciser dans le cadre de cette intervention sur la commune de Marseille. Un grand merci, Monsieur Vigneault, de nous avoir éclairé en fait sur ces événements marseillais, mais aussi parisiens, et sur le contexte en fait plus général qui a mené à ces journées insurrectionnelles. Vraiment, c'était assez passionnant, et en fait, moi je me demande quelque part, puisque vous n'êtes pas historien de formation, il me semble pas, je me demande en fait ce qui vous a mené à écrire en fait 2 livres sur le sujet, un livre sur Gaston-Crémieux, je l'ai dit tout à l'heure, et aussi le dictionnaire de la commune de Marseille, et quel a été en fait l'intérêt, en fait, d'où vient cet intérêt que vous portez pour ces événements précis, et qui vous a mené d'ailleurs à aussi mettre en place une reconstitution pour le 140e anniversaire de la commune, donc il y a 10 ans, reconstitution du procès de Gaston-Crémieux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et nous dire d'ailleurs concrètement un petit peu comment s'est passée cette reconstitution? Bien sûr. Alors, en tant qu'avocat, j'ai rencontré il y a quelques années personne qui était avocat aussi, qui s'appelait, puisqu'il est décédé maintenant, Jean Cornec, que les anciens connaissent pour avoir présidé la fédération des parents d'élèves, et on l'appelait la fédération Cornec. Et en discutant avec cette personne, il me disait au cours de la conversation qu'il était le grand-père des descendants directs de Gaston-Crémieux. Et bien sûr, il connaissait ce personnage. Je dois vous confesser qu'à cette époque, il y a plus d'une vingtaine d'années, j'ignorais qui était Gaston-Crémieux. Et quand j'ai voulu en savoir plus, puisqu'à part le fait qu'il y avait une rue, mais bon, quand on passe, combien de personnes passent dans des rues sans savoir qu'a fait le personnage et pourquoi il se trouve à porter son nom sur la rue. Et j'étais de ceux-là. Et quand j'ai voulu en savoir un peu plus, parce que mon inculture face à cet avocat, eh bien, m'a fait un petit peu honte. Donc, je suis allé chercher, et il n'y avait strictement rien qui existait sur le personnage en particulier. Et au fur et à mesure que je regardais les archives, j'ai vu qu'il y avait effectivement des ouvrages qui avaient été publiés, un ouvrage surtout qui fait toujours référence d'Antoine Olivesi sur la commune de Marseille, publié en 1971, et à part celui-là, il n'y avait rien d'autre. Et en cherchant, je me rendais compte que cet homme avait été exécuté visiblement plus pour des raisons politiques, mais pour ce qu'il représentait, que pour ce qu'il avait fait. Et en fait, j'ai poussé plus avant la recherche pour aboutir à écrire, parce qu'on ne peut que se passionner quand on a des idées humanistes, universalistes, poursuivre les recherches pour pouvoir
à rétablir, c'est un bien grand mot, une injustice dont il aurait fait preuve. Et ensuite, pour le 140e anniversaire de la commune, donc il y a 10 ans, comme vous le soulignez, on a organisé, donc avec l'association Promémo, Provence Mémoire Ouvrière, et de concert avec le ministère de la Justice qui a accepté de nous autoriser, ce n'était pas évident, ce n'était pas gagné, en 2011, de pouvoir organiser dans la salle où a été condamné Gaston Crémieux à la place Monthyon ce procès, et de le faire avec des vrais magistrats professionnels. Et tout simplement parce que Victor Hugo, quand il a adressé une lettre à sa veuve lors de la publication des œuvres posthumes de Gaston Crémieux en 1879, il lui dit en substance que, au-delà de toute passion politique, l'histoire rejugera le procès de Gaston Crémieux pour en gros rétablir l'injustice dont cet homme avait été l'objet. C'était sans doute aussi pour montrer un peu de compassion avec la veuve, mais il n'en demeure pas moins que, prenant au pied de la lettre ce mot, eh bien, on a voulu refaire ce procès, et bien évidemment, comme je le disais, on a changé, mais ce n'est pas une reconstitution historique véritablement, puisqu'on en a changé la fin. Et on a gracié Gaston Crémieux, donc c'était la plus belle chose qui pouvait arriver pour la salle, puisque la salle était en délire, comme je le disais dans mon propos en introduction, en délire totalement. Et il y a eu un engouement qui nous a dépassés. Et comme je le disais, la preuve, c'est que pour annoncer cette intervention, on a retracé ce procès, c'est que ça a marqué les esprits. Bon, bah écoutez, vraiment un grand merci, Monsieur Vigneault, c'était absolument passionnant. Je vais peut-être annoncer donc la prochaine conférence des Mardis de l'Histoire que nous organisons donc la semaine prochaine. La prochaine conférence, donc on change totalement de sujet, puisqu'on commémore, ceci dit, encore un anniversaire, qui est donc le 200e anniversaire de la création du cabinet des monnaies et médailles de Marseille. Voilà, donc Sylvain Borzillot, qui est conservateur du cabinet des monnaies et médailles, qui est en fait un service qui est intégré aux archives municipales de Marseille, interviendra pour évoquer l'histoire de cette collection, l'histoire du cabinet des monnaies et médailles. Et donc je vous invite à participer numériquement, on va dire, en diffusion numérique. Vous savez que jusqu'au mois de juin, j'espère qu'à partir du mois de juin, on pourra de nouveau reproposer nos rendez-vous en présentiel. Nous avons cette diffusion numérique de l'ensemble de nos conférences. Donc la prochaine conférence aura lieu le mardi 20 avril à 18h et sera donc retransmise sur notre chaîne YouTube. Voilà, je vous remercie et encore merci, Monsieur Vigneault, pour votre présence et votre intervention. Au revoir.